Pendant qu'ils préparent leur truc, on a encore quelques minutes. Je vais vous présenter ces deux intervenants. Alors, Marc-Emmanuel Grand-Georges, je le mets en premier, c'est le plus âgé. C'est pas le plus intelligent, mais c'est le plus âgé. C'est une blague. Hein. Et ils sont équivalents en intelligence. Alors, et Eurydice DeVos, qui sont tous les deux doctorants à l'Université de Strasbourg, mais en co-tutelle, c'est-à-dire et en co-direction, avec l'Université Omar Bongo de Libreville au Gabon. Bonjour Marc. Et il y a un autre. Ah ouais, qui arrive, c'est toi qui. Ah ouais, parce que je sais pas si. Ils sont tous les deux en train de. Ils sont partis depuis 6 mois ou plus de 6 mois en novembre 2020 sur le terrain. Et terrain difficile en pleine forêt dense au Gabon, sur le Bwiti, qui est société initiatique, enfin c'est des rites de société initiatique secrète, thérapeutique, aussi, propitiatoire, auguratoire, etc. Et dans une branche inconnue à ce jour, parce que le Bwiti est connu pour d'autres branches qui ont déjà été travaillées par d'autres ethnologues, mais là, c'est des branches tout à fait inédites. Et alors, l'intérêt de ces deux doctorants, c'est qu'ils chacun travaille dans un secteur particulier. Ils sont à 40 km l'un de l'autre, dans deux villages très différents. Marc est dans une société initiatique masculine, et il a fait appel à Eurydice, parce qu'il a découvert qu'il y avait une société initiatique féminine. Et toute l'ethnologie mondiale pensait que ça n'existait pas. Et en fait, ça existe. Alors, Eurydice est la première au monde à étudier de l'intérieur les sociétés initiatiques féminines du Bwiti au Gabon, mais apparemment, il n'y en a pas d'autres en Afrique, pour l'instant, dans la connaissance anthropologique à ce jour. Donc, c'est très intéressant. Et ils vont nous parler de tas de sujets qui vont nous ramener à ce qui a été dit pour une part ce matin. Je pense à cette fameuse racine, n'est-ce pas, Marc? Donc, ils sont en première année de doctorat, après un master d'ethologie, où ils ont tous les deux fait un premier terrain, Marc le deuxième, pré-terrain sur ce même terrain au Gabon, mais qui sont déjà informés un petit peu, et puis maîtrisent la langue locale, notamment le Getsogo, qui n'est pas une langue enseignée, donc ils ont appris seuls. C'est pas assez facile, bravo à vous, ils sont en direct de Libreville. C'est le discours de Libreville bis, quoi, finalement. Bien, parlez-nous de décolonisation et parlez-nous de liberté. Ça nous fera très plaisir à nous autres qui sommes bloqués ici. Je vous donne la parole en vous remerciant. Ouais. Bon. Donc nous souhaitons tout d'abord tous les deux remercier Monsieur Mathieu Michler, Monsieur Florent Jodry et le professeur Pierre Leroux qui nous donner la chance de présenter nos travaux sous cet angle inédit. Je tiens personnellement à remercier les membres du jury de la bourse doctorale Louis Perrand et Olivier Toussaint de m'avoir sélectionné comme lauréat 2020, et c'est vraiment grâce à eux que je peux réaliser un terrain long sans interruption. Donc, pour expliquer un peu pourquoi nous sommes deux aujourd'hui, nous effectuons cette présentation à deux car nous travaillons en miroir sur des terrains différents. Eurydice sur les sociétés initiatiques féminines et moi masculine au Gabon, en sachant que nous avons une approche holistique. Donc on se concentre là-dessus, mais on s'intéresse à la société dans son ensemble. Donc nous faisons deux thèses indépendantes, mais renvoyant l'une à l'autre pour donner l'image la plus précise possible des pratiques culturelles qui sont très genrées au Gabon et donc que nous observons. Donc la République gabonaise est donc un pays côtier à l'océan Atlantique, situé en Afrique centrale, donc il est là où il y a la flèche. Il est traversé par l'équateur et entouré de la République du Cameroun, de la République du Congo et de la Guinée équatoriale. Sa superficie est de 268 000 km², soit environ la moitié de la France, pour vous fassiez une idée, pour une population estimée à 1,5 million d'habitants. Estimée, c'est très compliqué et ça porte à débat les recensements ici. En 2021, et c'était donc les 1,5 million d'habitants, c'était selon la FAO. Donc la fondation Food and Agriculture Organization, sachant que la moitié de la population vit à Libreville dans la capitale. Le climat est équatorial chaud et humide, avec une alternance de saison sèche et de saison des pluies,
deux grandes saisons, deux petites saisons et deux grandes saisons. Le sol est sablo-argineux ferralitique, de la terre rouge très pauvre, qui est très embêtante pour les archéologues parce que très acide, et donc elle détruit tout. C'est très difficile de faire de l'archéologie ici. Le pays est recouvert en plus à 82% par une forêt dense humide, et maintenant on y trouve majoritairement une forêt secondaire, même si est estimé qu'il reste 37% de forêt primaire. On va revenir un peu sur l'histoire longue de la région. Donc, les premiers peuplements sont autochtones. Alors, j'essaie de bouger la diapositive. Donc, les premiers peuplements sont autochtones, estimés à 400 000 avant le présent. Donc, de 400 000 BP à 4 000 BP. À cette même époque, on trouve au Niger, donc je pointe sur, on voit le laser. Donc on trouve en 4000 BP au Niger et au Nigeria des traces de la maîtrise de la métallurgie, avec plusieurs foyers d'invention indépendants en Afrique subsaharienne. Et cette maîtrise de la métallurgie se répand au fil des migrations. Donc à cette époque, il y a une partie des proto-bantous qui, depuis les terres du Grassland, Cameroun, qui va migrer vers le sud et l'est. En 2400 BP, on trouve des traces des bantous métallurgistes au Gabon, déjà. Donc, ici, au 1er siècle avant notre ère, une partie de la population continue son expansion vers l'est, vers les Grands Lacs, le Kenya, la Tanzanie, et plus lentement pour la majeure partie. La majeure partie d'entre eux, la forêt... Et pour la majeure partie d'entre eux, ils contournent la forêt et propagent les langues bantoues, la métallurgie, et remplacent de fait les cultures néolithiques. Au IXe siècle, les bantous occupent l'Afrique équatoriale et centrale, ainsi qu'une grande partie de l'Afrique australe. Leur migration se stabilise et de nombreux groupes se sédentarisent. Les foyers de population se trouvent principalement dans le bassin du Congo, dans les Grands Lacs et au Zimbabwe. On trouve donc au Gabon majoritairement des populations bantoues et quelques populations pygmées. En 472, les Portugais posent pour la première fois pied au Gabon. Ils y rencontrent les royaumes pongouais sur les côtes et n'entrent pas dans l'intérieur du pays, se contentent de comptoirs sur le littoral, mais leur pied-à-terre se situe sur l'île de Sao Tomé. Alors on a mis une carte qui ne charge pas. Okay. Au Sao Tomé, au large de Libreville, en fait, à 300 km au large de Libreville. Voilà. En Afrique équatoriale, ces Portugais introduisent notamment des produits d'Amérique du Sud, comme le manioc, ainsi que de nombreuses plantes, plus ou moins volontairement d'ailleurs. Pour en revenir à l'histoire du 19-20e siècle, au 19e, les Européens sont autorisés à s'enfoncer dans les terres. En 1839 particulièrement, les Français ratifient avec le roi Denis, donc c'est... bon, le roi, c'est une traduction, c'est pas une catégorie qui se traduit, mais donc il ratifie avec le roi Denis un traité leur laissant 2 lieues de terre sur l'estuaire où s'établir, et il s'engage avec ce roi une alliance défensive et offensive. Après un éclairage effectué par des explorateurs comme Paul du Chaillu, qui donnera son nom au mont du Chaillu, ou Pierre Savorgnan de Brazza, en remontant 2 fois la rivière de l'Ogooué, les Français créent plusieurs compagnies et assoient leur pouvoir colonial. Vers 1890-1900, il y a la création de compagnies concessionnaires et des entreprises privées se partagent les terres des pays de ce qui deviendra 10 ans plus tard, l'Afrique équatoriale française, donc Tchad, Gabon, Moyen Congo, et l'Oubangui-Chari, qui est aujourd'hui la République centrafricaine. Le Gabon prend son indépendance en 1960, contre la volonté du Premier ministre de l'époque, Liomba, qui souhaitait qu'il devienne un territoire d'outre-mer. Il en devient le premier président. Pour cette conférence, nous allons donc nous focaliser sur 2 groupes ethnolinguistiques du Sud, qui forment un ensemble assez, pas homogène, il y a beaucoup de différences, mais il y a beaucoup d'ethnies du Sud qui se reconnaissent entre elles et qui disent « nous sommes les ethnies du Sud ».
Et nous allons donc nous intéresser au Michogo et au Masango, parce que c'est avec celle-là que nous travaillons principalement. La majorité des ethnies bantoues du Gabon, au nombre d'une cinquantaine sur tout le territoire, sont matrilinéaires et à résidence virilocale, en général, pour la grande majorité. Elles vivent majoritairement aussi d'une agriculture de subsistance sur brûlis, de chasse, de cueillette et de petites ventes du surplus de leur récolte, généralement bananes plantains, des tubercules, du manioc et du maïs. Aussi de l'oseille, des choses comme ça. Au bord des routes, donc ils vendent ça au bord des routes, leur surplus de récolte et leur surplus de chasse. Les Michogo et les Masango font partie de ces ethnies-là. Nos recherches respectives au Gabon portent sur diverses sociétés initiatiques, donc sur du rituel, mais aussi du médicinal, enfin sur le mariage, comme nous l'avons dit, on a une approche holistique. La tradition orale fait donc partie intégrante de nos travaux. Pour les Michogo, ils sont estimés aujourd'hui entre 7 et 13 000 selon les sources et sont connus pour être une population de montagnards. Ils viennent des monts du Chaïlu, donc ils viendraient de cette zone-là. Ils sont pensés être à l'origine un peuple de savane. En fait, ils seraient arrivés au Gabon, ici, par là, ce qui était des savanes à l'époque, et ils auraient rencontré la grande forêt en arrivant au Gabon. Leur arrivée dans la grande forêt est estimée il y a moins de 1000 ans, pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est assez récent quand même. Tout comme les Masango, qui eux viennent d'une région voisine au Michogo, mais leur population est bien plus importante, entre 50 et 60 000 personnes. Eux, ils peuplent cette région-là, au pied des monts du Chaïlu. Voilà. Historiquement voisins des Michogo, donc, ils ont une longue histoire de contacts et d'échanges. Néanmoins, avec une politique coloniale de regroupement des villages près des routes nationales, par l'État gabonais après l'indépendance en 1960, tout ça à des fins de recensement, de sédentarisation, d'accès aux infrastructures de soins et de fiscalisation, surtout pour pouvoir prendre les impôts, quoi. Les villages sont aujourd'hui pluriethniques et les populations que nous côtoyons habitent dans le Moyen-Ogooué en territoire majoritairement fan. Donc, voilà, vous pouvez voir nos villages. Les Michogo, eux, sont dits être à l'origine du culte Bwiti. Bwiti qu'on va vous développer après, qui est défini comme une religion, une société initiatique à vocation thérapeutique. Oui, un écho. Allô, c'est pas grave, Marc, on vous entend quand même. Donc les Michogo sont dits être à l'origine du culte Bwiti, qui est donc défini comme une religion, une société initiatique à vocation thérapeutique et ou divinatoire, basée sur la prise ritualisée d'une plante psychotrope appelée l'iboga, qui ressemble donc effectivement fort aux plantes que vous disiez qu'ils buvaient tout à l'heure. Iboga, donc, ils auraient reçu des populations pygmées quand ils les auraient rencontrées à la frontière de la forêt, mais je ne veux pas tout développer. Les initiés reçoivent au sortir de l'initiation tout un enseignement rituel qui dure toute la vie, passant par l'ethno-histoire, le soin par les plantes des maladies psychiques et métaphysiques, et ils doivent en franchir les grades en passant par des épreuves qui leur font monter la hiérarchie. Le Bwiti s'est ensuite répandu, chaque population y ajoutant ses touches, et aujourd'hui il est très hétérogène, nous allons y revenir. Maintenant que vous avez une idée un peu plus précise du Gabon, de ses populations, de leur mode de vie, nous souhaiterions resserrer la focale à l'échelle de la vie rituelle des communautés villageoises. Le Gabon est en effet, depuis sa découverte par les explorateurs européens, connu pour la variété et la vitalité de ses pratiques rituelles, et notamment ses sociétés initiatiques, telles que les Nabongi et le Niende pour les femmes, et le Bwiti et le Mwiri pour les hommes, entre autres, qu'on va vous présenter. Le banquet cérémoniel se trouve au cœur de toutes les sociétés initiatiques, voire plus, puisqu'il est présent à toutes les étapes de la vie sociale d'un individu, jusqu'au décès, aux sorties de veuvage des parents 6 mois à 1 an après le décès. Donc c'est vraiment, même hors contexte rituel. Par exemple, là, vous voyez la photo d'une tontine. Vous voyez par vous-même la grandeur de la table. Toute cérémonie, soit... Qu'est-ce qu'une tontine? Dites-le juste vite fait, parce que les gens ne savent pas forcément. La tontine, c'est en fait une façon de cacher son argent. En fait, c'est un groupe de personnes qui se réunissent régulièrement, soit par semaine, soit par mois, pour mettre en commun une certaine somme d'argent
quand vient le tour d'une personne de recevoir cet argent, elle peut l'utiliser à sa guise. Ça lui permet d'avoir d'un seul coup une grosse somme d'argent. Et le mois d'après vient le tour d'une autre personne. Mais c'est surtout une cachette. Ils l'utilisent beaucoup pour ça. Et c'est aussi le moyen d'avoir un réseau d'entraide plutôt efficace. Ça va. Donc, je disais, toute cérémonie soit débute ou se ponctue d'un repas collectif qui fait partie intégrante du protocole rituel, soit le banquet s'articule carrément, soit la cérémonie, pardon, s'articule carrément autour d'un repas rituel. Nous allons effectuer une présentation rapide des divers ensembles rituels avec lesquels nous travaillons. Ils peuvent être classés en 3 catégories. Alors, vous avez sous les yeux un tableau. 3 catégories, le bwiti. Donc, le bwiti, avec ses branches et sous-branches. Les sociétés à génie tutélaire, donc ce sont des institutions politiques qui permettent, en fait, je dirais pas par peur, mais on va simplifier comme ça, par menace et c'est coercitif, quoi. C'est la menace d'un génie qui permet de faire régner l'ordre au village. Voilà, et enfin les sociétés de possession. Voilà, les possessions, comme leur nom l'indique, c'est des trans, ce genre de choses. Donc, toutes ces sociétés sont très différentes, on ne parle pas du tout des mêmes rituels, certains sont baignent plutôt dans la divination, la clairvoyance, d'autres sont plutôt pour le soin de maladies majoritairement physiques, d'autres sont des protections magiques ou des passages au statut d'hommes et de femmes. D'autres sont des écoles de l'ethnomédecine, et toutes ces sociétés cohabitent et aucune ne peut remplacer une autre. Elles font partie d'un large éventail de pratiques, qui ont toute leur place dans l'univers rituel du Gabon. Donc, le bwiti tout d'abord. Alors, désolé, la diapositive d'après ne sera pas claire, c'était prévu pour du PowerPoint, excusez-nous. Donc, le bwiti tout d'abord, donc, est un vaste ensemble rituel initiatique, principalement masculin. Je ne vais pas rentrer dans les détails des branches qui initient les femmes et tout ça, on ne va pas s'en sortir. Le bwiti se retrouve sur la majorité du territoire sous différentes formes qui se déclinent en branches. Donc, je vous avais fait un arbre pour vous expliquer les choses, mais vous ne pourrez pas le voir, désolé. Donc, chaque branche est reconnue pour une spécialité particulière. Par exemple, donc, la divination, la connaissance dans les feuilles ou alors les soins. Ce qui donne au bwiti sa spécificité, c'est la prise de l'écorce des racines de l'iboga. C'est ça qui fait le plus parler. Tabernante iboga par Bayou. Une plante considérée donc comme hallucinogène en France est connue pour ses nombreux effets de coupe-faim, coupe-fatigue, antidiurétique. Une deuxième spécificité du bwiti, c'est son aspect divinatoire. Les initiés au bwiti, en effet, appelés les gangas, qu'on peut traduire par devins guérisseurs, passent différentes étapes dans leur parcours initiatique qui leur offrent des capacités divinatoires. Enfin, la dernière grande spécificité du bwiti, c'est qu'il est curatif. Là, vous voyez bien la photo du bain, là, ça c'est un bain de plantes. C'est pourquoi les gangas sont considérés à la fois comme des devins et des guérisseurs. Ils sont donc régulièrement consultés afin de trouver dans la divination les causes du malheur des gens ou de leurs maladies, avant de les prendre en charge et de les soigner. La société initiatique des Mabondi, qu'on appelle aussi le bwiti des femmes, elle a un statut intermédiaire. Elle n'est pas asymétrique du bwiti, puisque nos informateurs vous diraient qu'on n'initie pas une femme au bwiti, mais cette société initiatique n'en est pas non plus indépendante. Ensuite, donc les sociétés à génie tutélaire. Je vais prendre c'est pas la bonne. Je vais prendre le Mwiri comme exemple paradigmatique, comme exemple pour toutes les autres. Donc le Mwiri pour les hommes, qui a comme équivalent chez les femmes le Nyembe, voilà, pareil, on ne va pas développer, fait référence à un génie, donc un génie tutélaire qui chapeaute la société et au génie auquel les initiés se soumettent, en fait, lors de l'initiation. À savoir que le Mwiri, comme l'a expliqué Eurydice, et comme le Kono, comme le Nzego, c'est vraiment des sociétés faites pour faire régner l'ordre. C'est-à-dire qu'à l'époque et encore aujourd'hui, si quelqu'un vole dans le village, si quelqu'un vient à enfreindre les interdits, à mal se comporter, en fait, les initiés au Mwiri vont aller faire ce qu'ils appellent taper le diable, taper le Mwiri,
Et la personne qui commet ces fautes, qui commet les vols, sera prise par le Mouiri et va tomber malade. Et il n'y a qu'en s'adressant aux initiés de la société et en avouant ses fautes que la personne pourra s'enlever cette maladie. Voilà. Ça, donc, c'est une photo du Niembé. C'est des jeunes initiés au Niembé qui dansaient. Enfin, dans la nomenclature qu'on vous a donnée là, on a les sociétés de possession. Ici, vous avez la photo d'une initiation. C'était une cérémonie Elombo à l'occasion d'un retrait de deuil. Donc, c'est une société de possession. C'est majoritairement des femmes, même si les hommes qui s'initient sont souvent sujets de moquerie pour les initiés, par exemple au Mouiri et au Bouti, où toute prise de crise est totalement, de trans, est totalement prohibée. Souvent, les gens les accusent d'homosexualité, d'être... enfin, voilà, l'homosexualité au Gabon, elle a été dépénalisée en 2020. Donc, ces gens qui dansent comme des femmes, qui sont habillés comme des femmes, vous pouvez voir que leurs tenues sont très similaires. Ces sociétés à génie sont très nombreuses et chacune porte le nom du génie qui en est à l'origine. Une femme va entrer en transe et on identifie le génie qui la possède en fonction de la danse qu'il lui fait faire et des symptômes qui la touchent. Donc si c'est des maladies de la peau, si c'est l'infertilité, des sautes d'humeur, etc. Ce sont les sociétés pour lesquelles, pour l'instant, nous possédons le moins d'informations, mais nous attendons la grande saison sèche à partir de juin pour que les activités rituelles reprennent. Ces sociétés sont aussi celles où les banquets cérémoniels ont la place la plus importante. L'initiation à ces sociétés sert premièrement, grâce à l'Iboga, là encore, où en fait le possédé va rencontrer son génie dans ses visions. Deuxièmement, chacun va lui offrir un banquet afin de l'honorer, d'établir de bonnes relations avec lui, un banquet à renouveler annuellement afin de s'attirer son aide, ses bonnes grâces, etc. À vie, hein. Très puissants, ils peuvent être aussi destructeurs que propitiatoires, en fonction de la relation établie avec lui. Donc, ces gens prennent grand soin de les honorer pour ne pas attirer leur foudre et qu'ils les aident, par exemple, à se trouver des époux, à avoir des enfants, trouver du travail, etc. Donc là, on en vient au cœur du sujet, les banquets. Pour rentrer dans le sujet qui nous intéresse, donc, excusez-nous, vu que le cadre est un peu complexe. Les banquets cérémoniels sont donc un élément incontournable de la vie rituelle au Gabon, se présentant alors sous diverses formes. Le premier qui vient à l'esprit quand on parle du Gabon, ce sont donc les banquets post-veillée du Bouiti. Une veillée, qu'est-ce que c'est? C'est une nuit blanche, chantée et dansée du coucher au lever du soleil, qui sert à honorer les génies. Enfin, ça peut être pour honorer les génies, il y a des veillées de joie, il y a les initiations, il y a les veillées de passage de grade, il y a énormément d'occasions. À la fin des veillées, un grand banquet est systématiquement prévu. Les femmes, elles, ont cuisiné toute la journée de la veille. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, le but des femmes étant de pouvoir assister le soir à la veillée. Et pour les Mabundi, donc, de pouvoir en plus y participer. Je vous laisse voir la fatigue. Il n'y a pas d'organisation chez les femmes quand elles cuisinent, comme on peut le voir là. Nous n'avons pas réussi à trouver d'organisation immuable. Il n'y a pas une chef qui est définie et qui dit aux autres quoi faire. C'est plus, chacune fait ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle sait faire en fait. Voilà, moi le poulet je préfère, je vais faire ça, moi je m'occupe du manioc et les choses comme ça. Maintenant, il ne faut pas s'y tromper, beaucoup d'enjeux sont en cours dans ces relations et certaines veulent faire bonne figure. Par exemple ici, sur la photo suivante, c'est la belle-fille du père initiateur. Donc elle avait beaucoup travaillé le jour-là parce qu'elle veut faire bonne figure. Les Mabundi, elles, vu que leur mère initiatrice est là, elles veulent aussi faire bonne figure et elles obéissent de plus au doigt et à l'œil à leur mère initiatrice. Donc, avoir un comportement irréprochable, c'est être susceptible de passer dans les bonnes grâces des aînés et donc de devenir leur favori, leur poulain, leur héritier. Donc, on a beaucoup d'enjeux politiques derrière tout ça, derrière les apparences. Et aux gens qui font trop l'orgueil, aux gens qui ont fait des fautes, qui se comportent mal, on va leur donner les tâches les plus embêtantes aussi, les plus salissantes et difficiles. Voilà. En général, comme vous pouvez le voir, les plats sont préparés au feu de bois, bien que les gazinières sont de plus en plus fréquentes. Hein. Mais pour les travaux longs, le feu de bois est préféré. Certaines espèces d'arbres
aussi sont préférées pour le feu, notamment le bois dense qui brûle lentement, sans trop fumer. Et les femmes utilisent également pour ajouter à la braise des déchets végétaux qui facilitent énormément la production de feu, à savoir majoritairement les noix de palme, ou plutôt le reste après fabrication de l'huile de palme artisanale. Donc c'est le palmier à huile, le Elaeis guinensis, qui n'est que dans cette région, enfin le bassin du Congo. Je parle de cela parce que ce sont leurs pollens que l'archéologue Jean Mallet, en 1999, je crois, a retrouvé en faisant des carottes dans le sol, et ça lui a permis d'hypothétiser l'avancée des Bantous vers moins 2500, corrélée avec l'avancée du palmier à huile dans la région, qui aurait facilité en fait leur migration pendant une longue période de sécheresse, qui aurait beaucoup changé le paysage. En fait, c'est un arbre qui est surtout à la frontière forêt-savane. En tous les cas, il est fait référence au palmier à huile dans nombre de mythes d'origine de population de toute l'Afrique subsaharienne, depuis la Côte d'Ivoire, d'où viennent les Bantous, en passant par le Cameroun, et ce jusqu'au Gabon. Et il y avait un autre ethnologue qui a travaillé dans la région, enfin dans le pays, Jean-Émile Bott, qui avait relevé 97 usages du palmier à huile. Pour la préparation du repas, il faut aussi respecter des normes, c'est super spécifique. Une femme ne peut pas toucher à la viande que mangeront des hommes initiés si elle est malade, c'est-à-dire si elle est réglée ou qu'elle a eu des rapports sexuels sous peine de tous les rendre malades. Elle ne peut pas non plus piler. Le pilon et le mortier rappelant les organes génitaux masculins et féminins. Après avoir fini de préparer, les femmes cachent les marmites et gèrent leur sortie et les stocks. Elles s'occupent aussi de gérer les stocks d'eau, aller de four au puits, gestion des eaux de pluie et de rivière pour différents usages, boire, la vaisselle, se doucher. C'est vraiment un enjeu dans le sens où les cérémonies sont très fréquentes en grande saison sèche, et donc il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance pour acheter des cuves. C'est vraiment un enjeu. Les aliments aussi ne sont pas sélectionnés au hasard. En effet, plusieurs logiques conditionnent leur choix. Tout d'abord, l'abordabilité, le prix, la capacité de conservation. Il n'y a pas l'électricité, les températures sont élevées, il y a 100% d'humidité, des fourmis partout, entre autres. Deuxièmement, ce que nous, on a pu remarquer, c'est que nos informateurs expriment de cette manière, c'est qu'on ne doit pas pouvoir mettre de poison dedans. Poison à comprendre comme un médicament indigène qui donnait à l'insu des gens peut les rendre malades, voire même les tuer, ou être des filtres d'amour, etc. Donc tout ce qui est légumes pilés, feuilles de manioc pilées, aubergines en purée, tout ça, vous ne verrez jamais ça dans un banquet. De veillée. Même, oui, dans un banquet de veillée. En tout cas, là où vous avez des initiés, vous ne verrez jamais ça. Tout ce qui n'est... Voilà, tout ça, c'est interdit, les feuilles de manioc pilées, les choses comme ça, c'est même proscrit pour les jeunes initiés, en fait. On va toujours essayer de tester, qui n'ont pas pris de protection. Donc, on va leur empêcher de manger ça. Donc, ce qu'on retrouve dans les banquets post-veillés, ce sont des tubercules, manioc, igname, du riz, de la banane plantain. La viande, c'est du poulet frit, du poisson frit. Il faut que ça passe des morceaux, en fait, que vous puissiez prendre. On avait une photo, mais elle n'est pas dans la diapo là. C'est vraiment, vous devez pouvoir le prendre en main, le voir, et que ça soit complet. On ne peut rien y cacher. Ça dépend aussi, bien évidemment, de la région dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à l'intérieur des terres, donc c'est plus la viande de brousse. Les villages qui sont au bord de mer vont plus consommer du poisson. Ça paraît évident. Mais il existe aussi de nombreux interdits suite aux initiations. Ainsi, il faut que la nourriture proposée respecte tous ces interdits alimentaires de chacun des participants. Donc, c'est surtout, pour ce qui est de la viande, c'est surtout les femmes qui ne peuvent pas manger de chat-huant, de genettes, de panthères. Tous les animaux qui vont en fait rentrer dans la classification locale des animaux à griffe. Les femmes aussi, souvent avec les initiations au génie, aux sociétés de possession, n'ont pas le droit de consommer tout ce qui va être lamantin, baleine, tout ce qui va être considéré comme des sirènes. Voilà. Enfin, tout animal qui a été vu dans les visions données par l'Iboga deviennent des interdits à vie. Ce qui revient souvent, ce sont les singes, chimpanzés, cercopithèques nez blanc, les mandrilles et les serpents également. Donc, beaucoup de femmes refusent de le manger, soit parce qu'elles sont initiées à une société de possession dont le génie est un serpent, soit par peur. Toutes ces femmes initiées aux sociétés à génie, qui sont dites des génies aquatiques, sont également
interdit, comme il l'a dit, les baleines, les hippopotames, les lamantins, ce sont des sirènes, voilà. On interdit aussi, plus surprenant, donc pour les jeunes initiés surtout, le piment est interdit. Donc pendant les repas post-veillée, les plats n'ont pas de piment. L'ail indigène aussi est interdit, de son nom Lovita. J'ai le nom scientifique noté quelque part, si vous voulez, je pourrais vous le donner. Il faut donc toujours proposer ce qu'on est sûr que tout le monde mangera. Et par élimination, cela réduit drastiquement le choix des aliments. La consommation d'iboga est aussi avancée dans le choix des aliments, puisque le matin, ça demande un régime alimentaire adapté et doux. Par exemple, les jeunes initiés, c'est bouillon de poisson sans sel. Sinon, pour les vieux initiés, ce qu'ils aiment, c'est les cassadans. C'est de l'igname trempé dans l'eau pendant longtemps, après cuisson, qui est très très agréable à manger quand on a mangé de l'iboga. Les veillées prennent place dans des temples, donc on met une photo ici. Quand la veillée prend fin, le temple qui était décoré est débarrassé, des nattes sont installées au pied du poteau central, élément important d'un temple bouddhique, je vous le pointe ici avec la souris, et les marmites y sont installées. Les hommes restent assis de leur côté, les femmes également, et les maîtres de cérémonie sont au fond du temple, les places de chacun répondant à une hiérarchie. Alors, j'ai mis une photo de l'intérieur. Vous voyez ici les hommes, ici là ce sont les femmes, et au fond, bon, on les appelle les vieux éléphants, ceux qui pèsent quoi. Une à deux femmes, Mabundi de préférence, s'installent et attendent le signal du père initiateur pour commencer à servir, et l'ordre de service est très important. D'abord, on a un ganga, donc un initié qui dépose aux quatre coins du temple un peu de chaque plat pour les génies, qui sont les premiers servis. Il est fait de même avec les boissons, soda, alcool, vin de palme. Donc le vin de palme, c'est le palmier qui est abattu, creusé, et en fait ils mettent dans les bidons qui sont sous le palmier qui récolte la sève, ils mettent il y a deux écorces qui sont utilisables, deux taxons, et en fait ça fait fermenter la sève et ça saoule pas mal. Donc ensuite, après les génies, ce sont les vieux et les vieilles qui sont servis avec des assiettes, des couverts, les morceaux de choix. C'est à eux qu'on sert en premier la viande de brousse, les félins, les pitons, les queues de porc-épic. C'est là où il y a la viande, pas les os à revenir. Et ça suit ensuite l'ordre d'ancienneté dans le bouti, même si des nuances peuvent être observées et que certains peuvent dire non, c'est à faire en premier, faire de la passe, ce genre de choses. Certains vieux choisissent même de s'isoler et de ne manger qu'entre eux, à table avec des couverts, il y a la nappe, etc. Et laissent les autres, les cadets, manger avec leurs mains sur leurs genoux au temple. En même temps que les plats sont servis, les boissons sont également amenées et sont servies dans le même ordre. Ça n'a pas l'air comme ça, mais une faute peut vraiment faire perdre la face aux vieux et ça peut faire un palabre à cause d'une humiliation faite envers quelqu'un. Quand on était arrivé donc en novembre, on a raconté qu'il y avait eu un problème à une veillée parce que les plus vieux n'avaient pas été servis en premier, toute la viande de brousse avait été finie et pour eux il ne restait que les vulgaires morceaux de poulet. C'était l'incident diplomatique terrible parce qu'on parle d'une culture où les hommes, les initiés, les vieux et encore plus ceux qui réunissent tout ça sont tout en haut de la hiérarchie. Les enfants mangent sur le sol, les femmes mangent à part. Les gens qui sont à table sont seulement ceux que le père initiateur a invités. Après une veillée, même service, si l'ancien n'a pas commencé à manger, tu ne manges pas, tu ne bois pas. S'il décide de faire un discours d'1 heure, tu attends seulement. Tant qu'il n'a pas fini, on ne quitte pas la table. C'est vraiment important. Donc la front là que je viens de vous raconter, c'était vraiment un truc énorme. On en entend encore parler, quoi. Donc, après la veillée, donc tout le monde est assis sur les bancs du temple et tous les participants ont le droit à leur part. Cela attire même souvent les badauds qui rejoignent les veillées au dernier moment, à 6 heures du matin, et ne manquent jamais de faire savoir qu'ils n'ont pas eu leur part. C'est une ambiance de joie et de fête. Quand chacun termine de manger, il vient déposer son assiette et les femmes s'occupent de débarrasser et de faire la vaisselle. Les restes, eux, sont jetés sur les tas d'ordures, un peu en retrait, et ce sont les chiens qui viennent finir cela. Un banquet de ce type, il faut comprendre que c'est un coût non négligeable. Une veillée du Bwiti étant faite pour honorer les esprits, il faut dépenser. Une veillée coûte environ entre 400 et 600 euros, à savoir que 150 à 200 euros sont dédiés juste pour la nourriture,
et encore au moins 150 € pour les boissons. Donc presque la moitié du coût d'une veillée, c'est ce banquet terminal. Alors que le SMIC d'un Gabonais par année est d'environ 1 000 €. Donc vous voyez qu'organiser une veillée comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est là que rentrent aussi les tontines. Faire une tontine, ça permet chaque année d'organiser une veillée. Voilà. Donc, pour d'autres banquets, très liés au Bouiti, donc le Mouiri, qui est une société donc initiatique à génie tutélaire, organise aussi des banquets. Effectivement, quand on veut se faire enlever le Mouiri, on doit apporter soit un coq, soit un mouton en fonction de la gravité de sa faute, et les initiés le préparent dans le temple. Donc là, par contre, le banquet n'est pas public, il est réservé aux initiés présents, et donc c'est les hommes qui cuisinent rapidement, tout se fait dans la journée. Ils cuisinent rapidement le poulet ou le mouton, ils installent des feuilles de banane ici au même endroit. Les plats la casserole est vidée sur les feuilles de banane, et en fait, les initiés, sauf le plus ancien, qui mange dans une assiette, les initiés, eux, se rassemblent autour des feuilles de banane et vont manger avec les doigts les morceaux de viande directement sur les feuilles de banane. Les os, ils sont conservés, ils ont un rôle après dans le rituel. Après, c'est compliqué de vous parler du Mouiri, tout y est secret, mais là, vous voyez, c'est totalement différent. Marc, oui. 5 minutes pour conclure. Oui, on y est. Donc après, pour les sociétés, on parle des sociétés de possession, les banquiers, on va conclure. Donc, il existe encore d'autres types de banquets, ceux cette fois-ci donnés en l'honneur spécifiquement aux esprits, qui sont préparés pour eux avec des éléments qu'ils aiment, des gourmandises. On trouve toujours du poulet, du poisson, des boîtes de sardines, du pain, de la banane plantain, banane douce, biscuits, bonbons, sucettes. On trouve toujours exactement cette même liste d'aliments, et il n'y en a jamais un qui manque. Tous doivent y être, et ces aliments sont déposés dans plusieurs circonstances. Lors de retraits de deuil, des bonbons manufacturés. Oui. Donc ces aliments sont déposés dans plusieurs circonstances, lors de retraits de deuil, pour faire des bains, que ce soit sur les rives de rivières, sur des tombes, ce genre de choses. Ou lorsqu'on veut spécifiquement faire des demandes à ses défunts parents, suite de malheur, on leur demande d'intervenir pour nous protéger, etc. Ces offrandes existent indépendamment de la société initiatique dans laquelle vous vous trouvez. Moi, j'en ai vu chez des bouddhistes, j'en ai vu chez des Mabundis, j'en ai vu chez des Elongo. Quelques ingrédients changent. J'ai une fois vu qu'il y avait des graines de concombre pilées en plus chez les Elongo, et ça doit être pertinent, puisque ça a une symbolique très importante, mais à confirmer. Et le support également, c'est toujours les feuilles que vous voyez là, les Piper Embelatum, appelées les assiettes des génies, Kumu Amaranga, donc le chef, le propriétaire des médicaments en langue. Et cette plante a été introduite il y a à peine 500 ans du Brésil par les Portugais. Donc ces offrandes sont toujours accompagnées d'un bain purificateur, pour celui qui les pose, qui cite un à un les noms complets des morts de sa famille, que ce soit ses aînés, ses frères, ses sœurs, ou encore ses enfants, pour qu'il l'aide mystiquement dans la vie. Et les accompagnateurs, donc les initiés, après avoir servi ces assiettes des génies et pendant que le parent se lave avec le bain purificateur, se doivent de manger et boire tous les restes, et ainsi partager le repas avec les génies. Donc, comme vous avez pu le voir, la nourriture prise de façon collective, incluant les humains et les non-humains, les vivants et les non-vivants, fait partie intégrante des pratiques rituelles que nous étudions tous les jours sur nos terrains respectifs. C'est un des points communs à tous les rituels de toutes les sociétés initiatiques que nous avons pu rencontrer jusqu'à présent. Il nous reste encore beaucoup à étudier. On vous a fait vraiment un passage éclair sur tout ça pour vous montrer à quel point c'est riche et à quel point le sujet nous a titillés. On a déjà collecté ces 5 derniers mois beaucoup d'informations sur ces sociétés de possession. Par exemple, donc on ne vous en a pas parlé, mais dans les sociétés de possession, le banquet qui est organisé, c'est lui qui lie le contrat avec le génie. C'est vraiment grâce au banquet que la bonne relation est établie avec le génie. Donc il est encore plus central, mais comme on n'en a jamais vu, on ne peut pas vous en parler de façon éclairée.
Voilà. Mais leur étude reste nouvelle. Nous sommes plus à l'aise, donc, respectivement, avec le Bouti et le Mouiri pour moi et les Mabundi pour Eurydice, mais nous cherchons à étendre nos recherches aux autres sociétés initiatiques afin de donner l'éventail le plus complet des rituels gabonais et comment ils s'imbriquent ensemble pour faire société, pour faire sens. Cela ne se fera que sur le long terme. Il faut bien comprendre que l'organisation de ces banquets est l'un des éléments majeurs de la tenue, soit d'une veillée, soit d'un rituel, et l'un des postes de dépenses les plus importants. Personne jusqu'ici ne s'est intéressé au Gabon, spécifiquement au banquet en lui-même et à sa place dans les différents ensembles rituels. Ils sont pourtant incontournables. De simples réjouissances bien méritées à la fin d'une veillée de Bouti, cela devient un repas secret et plein de significations codées dans le Mouiri, jusqu'à être le mode de relation préférentiel avec les entités non humaines afin d'obtenir leur faveur. La thématique est passionnante et nous n'avons fait qu'introduire aujourd'hui ce qu'on aurait voulu vous dire. Nous avons tous les cas ouvert une piste de réflexion à laquelle nous n'avions sûrement pas accordé assez d'importance et pour ça on tient à vous remercier. Et ça nous a permis de placer la focale dessus, de faire des liens et ouvrir des pistes que nous comptons bien explorer et approfondir. En effet, nous savons que les banquets occupent aussi une place incontournable dans le Nzego, une autre société masculine très très secrète, où beaucoup d'enjeux sont autour de la nourriture. Il existe aussi dans d'autres sociétés dont je ne vous pas parler, des plats rituels. Voilà, il y a aussi des plats rituels qui servent à prendre des grades et tout ça. Voilà. Donc, cette conférence permet donc surtout d'ouvrir une porte, de se rendre compte du champ encore ignoré qui s'ouvre à nous, dans un pays, voire une zone géographique, trop souvent classée comme explorée et déjà vue. Voilà, on a terminé. Dites-moi, Marc, Eurydice, la société très secrète dont vous parlez à la fin, qui s'occupe de gastronomie, c'est la société des chevaliers du Testament de Bifoun, alors, en quelque sorte. Bon, je vous remercie. Oui, ça, ce qu'il y a sur la photo là de votre dans la boîte, c'est un morceau de canne à sucre ou quoi? Non, c'est une boîte de sardines. Non, le morceau de ça. C'est pardon, c'est quoi? C'est le mopetto. Torche. Ah, c'est une torche. Ok, c'est rien à voir. Ouais. Okay. C'est pour chasser les mauvais esprits. Oui, c'est une sorte de talisman, un truc comme ça, c'est ça? Ça brûle en fait. C'est de la résine d'okoumé avec des feuilles protectives. Ok, oui. Alors, l'équivalent en Asie sud-Est, c'est le damar. On fait des torches rituelles pour protéger. Puis dans tous les rituels, c'est présent, c'est un peu l'équivalent. Donc, il y a une histoire de lumière peut-être à travailler aussi. Bon, en tout cas, je vous remercie. À titre personnel, je vais passer la parole aux questions. Enfin, je vais laisser les questions venir. C'était très, très intéressant parce que vous avez présenté un peu l'âge, mais c'est vrai que c'est un contexte très compliqué. Et donc, c'était bien pour ceux qui connaissent rien à cette région du monde de les éclairer un peu. Et vous avez réussi à focaliser assez clairement. Alors, apparemment, cette histoire de saut, c'est-à-dire que la création du lien entre le verrouillage du lien ou la signature en fait entre le génie et la société, enfin l'impétrant ou je sais pas, c'est par le banquet alors, c'est ça, hein, c'est vrai quelque chose que vous avez découvert là. J'en avais déjà entendu parler, mais j'ai jamais moi eu l'occasion. Vu que c'est très féminin quand même les sociétés de possession, moi je n'avais pas eu l'occasion de voir des initiations. Et là, elles vont arriver en saison 7, donc normalement, Eurydice devrait pouvoir y participer, en observer. Bon, très bien. Alors, vous avez une question de monsieur Florent Jodry, là, donc, qui est un archéologue, je vous le rappelle, alors soyez calme, soyez gentil avec lui. Il n'y a jamais de silence au Gabon. Non, la préparation du repas, c'est absolument pas... C'est pas un contexte qui sort du quotidien, c'est des blagues avec les parents à plaisanterie. Moi j'ai beaucoup travaillé, pourquoi tu m'offres pas un soda, ce genre de choses. Il n'y a pas de changement d'atmosphère durant. La viande de brousse, pas de nourriture rare. Si, la viande de brousse, c'est pas... Viande de brousse, c'est-à-dire sauvage, c'est ça? C'est ce qui a été piégé en fait. Les porcs épiques, les gazelles. C'est-à-dire pas des nourritures domestiques et donc pas sacrifiées. Il y a du poulet. Le poulet c'est domestique. Il y a du poulet qui a été acheté chez les Mauritaniens et qui a été congelé et déplumé.
Ça, c'est pas du tout un sacrifice. Après, dans les contextes de veillée bouillie, il n'y a pas de sacrifice en soi d'animaux, mais dans d'autres contextes où il y a des plats rituels, on ne veut pas parler des plats rituels pour permettre, en fait, de par une cuisine rituelle qui permet d'accéder à des grades supérieurs dans les Mais dans le cas de sacrifice, les animaux sont toujours domestiques ou sont sauvages? Poulet ou mouton. Toujours domestiques. Bah oui. Alors une question de Madame Nathalie Manrique qui est intéressante, donc je vous laisse voir et y répondre. Vous pouvez la lire peut-être. Les aliments lors des banquets funéraires sont-ils identiques? Je dirais que approximativement oui, parce que ce sont des agriculteurs qui sont un peu éloignés des grands centres urbains. Donc pour faire acheminer la nourriture, c'est soit depuis Libreville qui est à 160 km, soit depuis Lambaréné qui est à 45 km. Donc c'est par taxi clandestin, donc la congélation, voilà. Il faut trouver un taxi qui est fiable, qui ne va pas voler l'argent et ne jamais revenir, ceci, cela. Donc c'est surtout des choses du quotidien, seulement en grande quantité. Donc certains vont, pour aider à amener des régimes de banane plantain, pour bien savoir amener des viandes de fortifiées. Pour ce qui concerne les boissons alcoolisées, est-ce que la question de Madame Manrique peut être posée aussi sur ce point-là? Est-ce que ce sont des boissons du quotidien fermentées ou alcoolisées, ou est-ce que ce sont donc produites localement ou qu'on trouve très facilement, ou est-ce que ce sont à ces occasions une espèce de champagne, enfin l'équivalent, un truc exceptionnel ou éventuellement ancien, traditionnel mais rare, ou éventuellement qu'on fabrique que pour ça, ou vous voyez, qu'est-ce qu'on boit? Donc ils vont payer des casiers de boissons avec les sodas, Coca, Fanta, les bières occidentales. Enfin, elles sont faites au Gabon, mais des bières comme on boit des bières, quoi, oui, de la Chronon, bien. D'accord. Manufacturées. Voilà. Eux, ce qu'ils vont beaucoup chercher, c'est le vin de palme qui, lui, est fait localement. Donc, la veille, ils vont réserver 20 litres ou 30 litres. Et là, c'est ça qui va être essayé d'être le plus caché, c'est ça qui est le plus discuté. Est-ce qu'ils en consomment hors banquet de ces vins de palme? Oui, le vin de palme tous les jours. Oui, tous les jours, à partir de 8 donc, c'est bien des aliments du quotidien, il n'y a pas d'aliments exceptionnels, donc apparemment. Non. Oui. Et nouvelle question de Madame Marie, qu'y a-t-il de la viande? Oui, toujours, oui, c'est des viandards. Hein. Un repas sans viande, je sais même pas, moi je les ai jamais vus manger sans viande. S'il n'y a pas de viande, ils sont pas... Marc, soyez précis, quelle viande? En fait, eux disent qu'à la base, ils ne mangeaient que de la viande de brousse. Que le poulet, tout ça, c'est récent pour eux. Ça rentrait même dans les interdits. Leur relation au poulet était compliquée, à la volaille. Bon, maintenant, ils travaillent, ils peuvent moins chasser. Ils mangent de plus en plus de poulet. Mais eux, leur viande favorite, c'est évidemment la viande de brousse. La gazelle, les antilopes, le porc-épic, les rats palmistes, le python, le crocodile. Toutes les viandes qu'ils pouvaient chasser, les singes beaucoup. Okay. Les bœufs, non, les bovins, non, il n'y en a pas. D'accord. Il n'y a pas non plus beaucoup d'élevage là-bas ou ça leur plaît pas ou qu'est-ce qu'il y a? Même à cause de la forêt? Non, c'est même pas, quand il y a des élevages, c'est rarement des Gabonais, ça va plus être les Nigérians, des Béninois, Donc pour les banquets, on ne va pas acheter du buffle ou de la vache comme on a vu chez les Malais, on va acheter plutôt du poulet, éventuellement parce que le problème de la viande de brousse, j'imagine, c'est on ne peut pas la prévoir à l'avance, c'est difficile, ça dépend de la chasse, souvent on est bredouille, non, c'est ça? C'est ça, voilà. Surtout qu'ils ne chassent pas beaucoup, c'est plus du piégeage, le piégeage. Le piégeage, c'est rapporté à la chasse quand même, la chasse collecte. Oui. Je ne parlais pas de trappe. Et il y avait un autre point. Oui, moi ma question c'est par rapport à ce que vous avez vu mon intervention ce matin, Marc Eurydice, vous avez suivi? Oui. Non, c'est pour savoir parce que c'est par rapport à ça. J'ai dit à un moment que les aliments sont, comment dirais-je, sont exceptionnels
on prépare non, c'est pas ça. La préparation de la fête, c'est ça. La préparation de la fête, la vraie fête se fait durant la préparation. C'est ce que j'ai montré ce matin. Que en fait, la cérémonie en tant que telle, bon là, c'est laïque, si vous voulez. Nous, c'est les mariages, c'est laïque. Vous avez compris, c'est les gens qui viennent honorer, mais qui mangent puis qui repartent. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de, c'est un peu tristounet. Alors que la préparation de la fête, c'est la fête totale, c'est l'éclat total pour les villageois. Ils rigolent, ils se draguent, ils se chipotent un peu, ils règlent des histoires. Mais c'est tout par l'humour et puis tout le monde, il y a de la musique. Enfin, c'est dans une société quand même malaise, musulmane, assez stricte et pas toujours drôle, parce que la musique, c'est pas cette musique-là est tolérée de moins en moins maintenant, mais avant, sinon il n'y en a pas beaucoup. Et là, ma question, c'est par rapport à vos banquets de génie, est-ce que la vraie fête, c'est pour les gens qui sont au temple, c'est la préparation donc dans la nuit précédant le repas, ou en tout cas la journée précédant le repas, je sais pas, ou bien est-ce que c'est durant le repas lui-même? Voilà. Ça va dépendre un peu de la cérémonie en fait. Moi, je pense que d'après ce que j'ai vu, la joie, l'amusement, c'est pas pendant les préparations de veillée bouti, c'est plutôt pendant les funérailles et les retraits de deuil. Pendant les bains purificatoires, il faut se moquer de la personne qui se baigne, mais j'ai vu des fous rires avec des larmes aux yeux, les muscles du ventre qui font mal, et je me suis demandé, mais vous vous moquez d'être comme ça, quoi. Ah, mais c'est comme ça qu'il faut faire, il faut se moquer, il faut rire. Ok. Après, pendant la préparation des banquets, il y a une bonne ambiance, mais pas. Enfin, les femmes sont contentes de se retrouver, ça rassemble des gens qui ne voient peut-être pas tous les jours. Donc la vraie fête, c'est durant le repas en fait, quand tout le monde arrive, c'est ça? Où il se peut qu'il y ait de la drague avec des chants d'amour qui sont lancés, si la personne répond, ce genre de choses. D'accord. Ça c'est la préparation. Dans la préparation. Moi j'ai vu ça pendant le banquet de fin. Ah, le banquet, d'accord. Il y a des échanges, il y a des... D'accord, oui. Et comme, en fait, le truc, c'est que comme c'est des chants qui sont lancés en langue vernaculaire, tout le monde ne comprend pas forcément. Et si la personne intéressée connaît la langue de la personne à qui elle veut adresser spécifiquement un chant, elle peut le faire de façon plus ou moins secrète en le lançant dans une langue qui n'est comprise que par... Combien à Bifoun 1 et enfin vous c'est quel Bifoun 3 Eurydice, c'est quoi le nom de votre village? Moi c'est ND4, lui c'est Bifoun 3. ND4. Alors est-ce que dans vos villages respectifs, est-ce que vous pouvez nous dire combien à la louche de langues sont parlées simultanément? Pour moi 7 à 8. 8 Chez moi 7 à 8. Donc pareil, alors quand vous choisissez, vous ne pouvez pas apprendre 8 langues, même si vous êtes doué en langue, c'est peut-être pas le cas, c'est pas toujours facile. Donc, quand vous choisissez une langue que vous avez tous les deux commencé à apprendre, maîtriser une langue locale, pourquoi celle-ci et pas une autre, et pourquoi pas toutes? Voilà. Enfin, c'est une question un peu... pourquoi pas toutes? Parce que déjà, logistiquement parlant, c'est compliqué. Ensuite, moi j'ai voulu apprendre le Getchogo, la langue de Michogo, parce que c'est la langue qui est la base du langage secret du Bwiti. Donc les chants, en fait, sont codés, ils sont un mélange de plusieurs langues, aussi de mots apparemment proto-bantou, pour pas confirmer. Dans ces villages où vous êtes, est-ce que ce sont des villages anciens et est-ce que ce sont des villages où il y a une dominante minorité ou majorité numérique, ethnique, quoi, qui prédomine, ou bien est-ce qu'il n'y a pas vraiment de domination d'une ethnie sur une autre et que c'est un mélange un peu comme ça? La région est forte, mais chez moi, c'est un bastion de Michogo, clairement. Punu et Michogo. Et Marc, c'est la même chose? Moi, c'est plus des Masango et des Bongo. Et donc, il y a une langue qui domine sur les autres un peu ou pas? Non, vraiment non. C'est le français. Après, j'ai un village particulier. La maison est vraiment isolée. J'ai dit le français.
Oui, La mais maison est vraiment isolée. le français local, non, c'est Oui. c'est-à-dire c'est le gabonais maintenant, c'est plus le français. Il faut rendre à César ce qui n'est plus à lui d'ailleurs. Ouais. Bon, bah, c'est très bien. Et, attendez, il y a peut-être d'autres questions parce que j'ai pas vu. Y a-t-il d'autres questions? Non, apparemment, vous avez été très clair. Alors, on va vous remercier. Vous étiez là. J'espère que vous serez avec nous encore demain, parce que si c'est pas trop difficile pour vous, au point de vue technique et au point de vue psychologique. On sera très content de vous avoir à nouveau demain, d'autant qu'il y a des interventions intéressantes aussi. Alors, en tout cas pour aujourd'hui, je vais repasser la parole à mes deux collègues après, mais je voulais remercier Marc et Eurydice en premier lieu pour leur très belle présentation à la fois dite et montrée, parce que les photos sont très très chouettes. Ça nous met dans l'ambiance, c'est très bien. Mais aussi les intervenants précédents, je m'exclus du propos évidemment, qui ont tous été un titre ou un autre originaux et intéressants et passionnants, parce que c'est pas des sujets faciles. Et puis les banquets, l'histoire, le thème du banquet, c'est pas très couvert. On dirait, en fait, on est un peu pionnier en la matière. Apparemment, non, je crois qu'on peut dire ça. Pas tellement. Non. Non, mais dis des choses qui me sont dans mon sens, c'est mieux. Et il est vache, Mathieu. Bon, en tout cas, pas assez traité, on va dire. C'est bien ça. Pas assez traité. Il aurait pu être beaucoup plus, pas traité aussi bien aussi. Ah, c'est bien ça. Voilà. Donc, on vous remercie tous pour votre patience. Et puis, je passe la parole à Florent pour ce débat. Parce on peut débattre maintenant, ouvrir le. Donc, si tu veux, oui, je vous invite, si certains ici veulent revenir sur des interventions passées, etc. Ils peuvent le faire. On a un petit moment pour un débat général si on veut. Donc voilà, je passe la parole à